Voilà, ben bonjour tout le monde. Donc, c'est une présentation assez générale du logiciel Topaz dans son état actuel. On s'était dit qu'on allait appeler ça formation, mais peut-être que c'est plutôt une démo approfondie dans la mesure où chaque jour, il y a des améliorations, il y a des nouveaux développements, où il y a encore des bugs, où il y a des parties qui ne sont pas abouties. Et donc, je vais essayer de montrer de la manière la plus pédagogique qui soit, là où on en est arrivé, mais avec l'engagement, avec notre engagement très très ferme que pour ceux qui commencent à zéro, c'est-à-dire qui n'ont pas fait de migration d'anciens patients au 1er janvier, enfin au 2 janvier 2019, Topaz fonctionnera à minima, donc on pourra vraiment encoder des consultations et des données cliniques, et que pour ceux qui voudraient migrer des patients, à ce moment-là, la date sera fixée au 31 janvier. Donc voilà, ce sera une démo partielle dans l'état actuel du logiciel, mais je pense que vous pourrez déjà avoir une très très bonne idée de ce qu'on est occupé à développer et de ce qu'on pourra vous proposer. Alors, j'ai commencé, enfin, nous avons commencé par une série d'une dizaine de diapositives, donc c'est pas grand-chose, pour rappeler les grands concepts qui ont sous-tendu la conception du logiciel. Donc, c'est pas du tout pour faire un cours, si je peux dire, sur la structure et les concepts du dossier, mais c'est pour rappeler quelques notions fondamentales avant de faire une démo. Donc, on terminera par une démo live, donc sur site, en temps réel, donc de notre logiciel, comme il est indiqué là sur l'écran, global et structuré. Alors, quand on veut communiquer, il faut évidemment parler le même langage, il faut qu'on se comprenne et il faut aussi partir de la réalité des choses. Quand on est dans un rapport avec un patient pour un médecin ou une infirmière, ou un kiné, ou un travailleur social, ou un psychologue, généralement, on part d'une consultation, d'une rencontre, d'une visite à domicile, d'un contact d'urgence. On peut appeler ça une relation asymétrique dans la mesure où il y a un aidant et un aidé, mais ce modèle de rencontre est vraiment universel, on pourrait appeler ça un invariant, et ça concerne toute relation qui met en présence deux personnes de manière asymétrique. Donc ici, j'ai par exemple pris un exemple tout à fait trivial, qui est celui d'un cordonnier et de son client. Qu'est-ce qui se passe en général dans la boutique d'un cordonnier? Le client rentre, le cordonnier très poliment, bonjour monsieur, comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Et le client explique que le problème, c'est que ses chaussures de sécurité prennent l'eau. Le monsieur est effectivement travailleur sur un chantier. Ah bon, dit le cordonnier, je vais un petit peu voir ce qui se passe avec vos chaussures. Il prend la chaussure, il examine dans les détails et il pose ce qu'on pourrait appeler son diagnostic. C'est un problème de semelles. Elles sont usées, elles sont décollées. Je vais voir ce que je peux faire. Ça a l'air comme des vieilles chaussures. Je vais voir si on peut commander des nouvelles semelles. Et pour ça, je vous préviendrai. Je vais noter votre nom, votre numéro de GSM et je vous préviendrai pour vous dire ce que je peux faire. Donc, vous voyez que dans cette rencontre, il y a eu une série d'étapes et ces étapes, ce sont celles-là qu'on retrouve de façon quasiment universelle chaque fois qu'on est dans un contexte de rencontre asymétrique. Le coach et le sportif, l'infirmière à domicile et le patient, l'employé de banque et le client qui vient demander un prêt, le prof et pendant un cours particulier avec son élève, le garagiste et le client qui a un problème de voiture. Ce sont chaque fois des relations symétriques et chaque fois, ça se pose de la même façon. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir ça. Ah, à mon avis, voilà le problème et je vous propose ceci. Donc, c'est ça l'invariant. On part de la réalité, on part donc d'un contact. Ici, pendant ce contact, sans savoir, le cordonnier a procédé à un recueil des données. Il a recueilli toute une série de données. Quelles sont-elles? Il y a des données d'identification. Il a noté le nom, le prénom. Il a noté le GSM. Il ne l'a pas noté, mais il sait que son client travaille dans le bâtiment.
Il a noté des choses qui sont en rapport avec le problème actuel, la raison de la rencontre, donc les semaines qui sont décollées. Il a examiné la chaussure, il a constaté que c'est un problème de semelle. Il a posé son hypothèse de travail, c'est qu'il faudrait sans doute réparer les chaussures, et il a dit qu'il allait retéléphoner et voir ce qu'il pouvait faire. Donc ça, ce sont les 4 étapes fondamentales de la rencontre. Oui, et j'ai oublié de dire que toutes ces données sont signées et datées. Elles ont eu lieu le jour et à l'heure donnée de la rencontre, et elles ont été notées par le cordonnier. On peut donc dire qu'elles sont signées. Les 4 étapes sont les suivantes. La première, on pourrait l'appeler subjective, dans la mesure où c'est le client qui raconte son problème. La deuxième, elle est objective, dans la mesure où c'est le cordonnier qui regarde la chaussure. La troisième, c'est poser l'appréciation, l'hypothèse de travail. Bon, ça pourrait se relater à un soignant, un médecin, un psy, une infirmière. Et la quatrième étape, c'est une planification d'action, c'est quelque chose qu'on programme pour l'avenir. On a donc là l'acronyme SOAP, SOAP, qui est effectivement un invariant ponctuel d'une rencontre asymétrique. S'il n'y a qu'une seule rencontre, il n'y a qu'un seul problème, il n'y a qu'un seul intervenant. Mais on peut considérer des situations beaucoup plus complexes. Et ici, j'ai repris un cas plus complexe qu'on pourrait même appeler un use case, c'est-à-dire un cas exemplatif qui peut servir de nouveau à partir de la réalité à concevoir un modèle de logiciel qui réponde aux besoins des différents intervenants. Et vous voyez là en bas qu'il y a de multiples intervenants. Il y a le Medibus de Médecins du Monde, il y a la consultation au caso de Médecins du Monde, il y a le CPS de la ville, de la commune en question, il y a une maison médicale, il y a le LAMA, qui est un centre de prise en charge pour patients toxicomanes, et il y a le FARES pour la prise en charge d'une tuberculose. Et effectivement, c'est une longue histoire. Il y a donc 5 problèmes de santé ici, puisqu'on est dans un cadre sanitaire. Le I, le petit carré rouge là au-dessus à gauche, c'est une infirmière qui, dans un squat avec le Medibus, voit un patient qui n'a pas de soins parce que, dit-il, il n'a pas d'accès aux soins, et autour d'un de ses pieds, il a un sac en plastique. L'infirmière qui a un contact et qui a une bonne relation avec lui peut retirer ce sac et voit qu'il y a vraiment une sale plaie au niveau de son pied. Elle fait un pansement provisoire et le lendemain, elle l'envoie au CASO de Médecins du Monde où le patient est vu par une assistante sociale et par un médecin généraliste. Chaque fois qu'il y a une rencontre, il y a SOAP, donc le A étant le problème de santé. L'assistante sociale se rend compte que le patient n'est pas en ordre, mais qu'il pourrait être en ordre, et donc elle l'envoie au CPS pour qu'il ait droit à l'aide médicale urgente. Le médecin généraliste se rend compte que cette plaie au pied, c'est peut-être bien un mal perforant plantaire, que peut-être il y a un diabète. Il se dit qu'il faudra faire une mise au point, mais l'assistance du CPS met le patient en ordre mutuel. Et donc, ce premier problème de santé, ou social santé, appelé exclusion sociale, se termine ici parce que le problème est résolu. À ce moment-là, vu qu'il a l'aide médicale urgente, le patient va dans une maison médicale et là, effectivement, cette plaie au pied se révèle être un mal perforant plantaire avec donc une suspicion de diabète et en même temps que on pose le diagnostic de mal perforant plantaire, on ouvre un nouvel épisode de soins qui s'intitule diabète, point d'interrogation. Par la suite, il se révélera, après de quelques consultations à la maison médicale, pendant lesquelles d'ailleurs il voit le médecin général, mais aussi chaque fois l'infirmière qui fait les pansements, jusqu'au moment où la plaie est cicatrisée, la plaie est fermée. Donc on ferme l'épisode de mal perforant plantaire, mais en attendant, on a fait des prises de sang, le patient est diabétique et donc c'est un nouvel épisode qui est cette fois-ci diabète sans point d'interrogation et qui ne se fermera probablement pas puisque le diabète est une maladie chronique pérenne. On se rend compte en même temps que le patient, il boit pas mal d'alcool et qu'il prend pas mal d'autres produits. Il est référé au LAMA après quelques contacts et en même temps, on s'est rendu compte qu'il toussait. On a fait une radio. Il y a une pneumonie de la base droite et finalement, cette pneumonie, après mise au point,
se révèle être une tuberculose et c'est pour ça qu'il est envoyé au Phares pour une prise en charge de sa tuberculose. Donc, on voit qu'ici, il y a plusieurs problèmes, il y en a 5, il y a plusieurs rencontres, il y en a vraiment beaucoup, et il y a plusieurs intervenants. Donc, il faut que toutes ces informations qui ont été notées, signées, datées, structurées sous forme de contacts, SOAP, des épisodes, puissent être partagées, puissent être communiquées l'un à l'autre, dans un cadre éthique, évidemment, avec le consentement du patient. Et c'est donc à partir de ça qu'on imaginait un logiciel global, intégré, pluridisciplinaire, qui pourrait faire communiquer tous ces professionnels en partageant une série d'informations. Et donc voilà maintenant la base conceptuelle de Topaz et de tous les logiciels structurés. C'est l'articulation d'une série d'éléments structurants au nombre de 7, donc c'est pas beaucoup. Le premier est évident, c'est le prestataire, ça structure l'info. Le deuxième est tout aussi évident, c'est le temps. Le troisième, ce sont les problèmes de santé qu'on peut appeler épisodes ou éléments de soins. Le quatrième, c'est tout ce qui se passe pendant un épisode, donc des rencontres, des contacts. C'est le quatrième élément structurant. Le cinquième, c'est ce qu'on appelle les sous-contacts, c'est-à-dire tout ce qui, pendant un contact, se révèle être lié à un même problème. Donc, on voit par exemple que lors du Medibus dans le squat, la première fois, il y avait 2 sous-contacts, un exclusion sociale et l'autre plaie au pied. Pendant les rencontres, différentes choses sont faites, des prises de sang, de l'anamnèse, une radio de poumon, un examen des crachats, on appelle ça des procédures ou des services, ce sont des actions. Et enfin, une série de contacts peuvent être liés à une démarche, par exemple, mise au point, prise en charge d'un événement aigu, etc. Et donc, tout le logiciel est structuré, c'est-à-dire qu'il y a une architecture qui est basée sur 7 concepts, sur 7 éléments qu'on appelle structurants. Donc, la structure, c'est une architecture. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une structure? C'est pour pouvoir communiquer, c'est évident, parler le même langage, mais aussi pour pouvoir déménager. Ce qui, en l'occurrence, ici, s'appellerait migrer. On a des données dans un logiciel et on va dans un autre. Ou bien on a des données au niveau médical, il faut que l'infirmière puisse l'utiliser. Et puis que l'assistante sociale puisse utiliser les données de l'infirmière. Tout ça dans un contexte de confidentialité et d'autorisation du patient. Il est évident que quand on déménage de là à là ou de là à là, c'est pas les mêmes maisons, mais probablement que dans chacune de ces habitations, il y a une cuisine. Et quand on déménage, il faut mettre le frigo de cette habitation-là dans la cuisine de cette habitation-là et pas dans la salle de bain ou dans la chambre à coucher. C'est ça la structure, c'est l'ensemble des pièces et dans chacune des pièces, il y a des éléments qui habitent dans la cuisine. Il y aura le frigo, mais aussi la cuisinière, un four à micro-ondes, etc. Dans la salle de bain, il y aura une baignoire, un évier, une toilette. Donc, c'est ça la structure et c'est ça qui fait qu'on peut finalement communiquer. Les 3 éléments qu'on pourrait appeler critères de qualité d'un bon recueil de données, d'un bon logiciel, ce sont donc d'une part l'orientation problème et pas seulement maladie. Donc on parle bien de problématiques de santé. On n'est pas orienté uniquement maladie. Ce ne sont pas que des diagnostics. Il y a aussi des hypothèses de travail, des évaluations, des facteurs de risque, éventuellement un malaise, donc des choses qui peuvent même être relativement floues. La structure, basée sur le contact, on est parti de là, de contacts asymétriques, les contacts se reliant l'un à l'autre d'une façon chronologique en épisodes, en éléments de soins, durant lesquels il y aura des démarches avec des services et des procédures. Il y a un 3e élément dont on n'a pas encore parlé, qui est un langage commun structuré lui aussi, c'est-à-dire des systèmes de codification, mais qui sont complètement transparents, mais qui sont en arrière-plan de l'écran et qui font que ce soit en français, en néerlandais, en anglais, ce n'est pas le mot diabète ou diabète, et c'est ça qui est important, c'est un code qui permet de relier les infos les unes aux autres au cours du temps. Il y a différents types de classifications. Ici, c'est une classification de soins primaires, une classification médicale pour l'hôpital, une classification pour les infirmières, une classification pour les kinés, une classification pour les psychologues, une classification pour les travailleurs sociaux. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a une espèce de
classification SNOMED qui, initialement, rassemble des millions de termes. Et puis, ça, c'est la classification, la famille des classifications de l'OMS. Comment sera structuré Topaz? Il y aura 3 parties à Topaz. La structure, donc qui est le cœur commun, structuré, codé, avec des problèmes. Et puis, on pourrait appeler ça le back-end, c'est-à-dire ce qui est en arrière de l'écran, qui est dans la machine, que l'utilisateur ne voit pas, mais qui est vraiment le moteur du logiciel. Et puis, une série de groupes métiers vont adapter ce cœur en fonction de leurs besoins spécifiques, de leur professionnalité. Et donc, on aura à l'écran des choses complètement différentes, mais qui à l'arrière sont structurées de la même manière. Et donc, il y aura un dossier médical informatisé qui est actuellement mis au point par des médecins, un dossier infirmier, il y a beaucoup d'infirmiers qui travaillent dessus, un dossier kiné, idem. Donc ça, ce sont nos groupes métiers et ces groupes rassemblent 150 travailleurs qui, de façon bénévole, sont occupés à réfléchir. Topaz, ce sera 3 choses. D'une part, effectivement, le logiciel métier spécifique, mettons médical dans ce cas-ci, puisque c'est la démo que je vais faire. Il y aura un agenda complètement intégré et toute une série de ressources logistiques, ressources humaines, facturation, reporting, branchées sur le Topaz. C'est un aspect transdisciplinaire, c'est-à-dire que ce ne sera pas simplement une série de professionnels côte à côte qui travaillent peut-être même indépendamment les uns des autres. Tout sera en communication, mais avec l'élaboration finalement d'un projet commun autour d'un problème de santé grâce à cette communication, et ce cercle de professionnels va intégrer le patient, donc le patient partenaire. Donc, j'ai mis ici en dessous une conception d'emblée transdisciplinaire avec plus de 150 collaborateurs bénévoles répartis dans une dizaine de groupes métiers, mais travaillant à partir du même cœur commun. Maintenant, on va faire une démo, donc je ne vais pas appeler ça une formation, une démo. Il est possible qu'il y ait certains plantages parce qu'encore hier, on a travaillé toute la journée sur le logiciel. Il y a des modifications qui étaient encore introduites cette nuit et donc je vais découvrir certains aspects en même temps que vous. Donc, pour rentrer dans le logiciel Topaz, il faut bien sûr mettre un login. Voilà mon login. uldac.be. Il faut rentrer un password, je le rentre. La première fois que vous rentrez dans le logiciel, on va vous demander d'intégrer un fichier qui est au fond votre clé d'accès personnel. Et c'est vraiment une clé personnelle, il n'y a que vous qui en disposez, et ce qui veut dire d'ailleurs que si vous la perdez, vous perdez en même temps toutes vos données. On vous conseillera probablement de déposer cette clé chez un notaire en cas de perte ou de déménagement ou on brûle n'importe quoi, parce que c'est vraiment fondamental et c'est ça qui assure une sécurité maximum. Qui partent donc sur le cloud. Donc toutes les données qui partent sur le ou qui reviennent du cloud sont cryptées. Ce n'est que chez vous. Il n'y a que vous qui avez accès aux données claires, visibles. Donc au niveau sécurisation, c'est une technologie vraiment d'avant-garde qui ont été développées par la société qui nous aide à concevoir quelque part sur le plan informatique, d'une part au niveau de la sécurisation, mais aussi au niveau de la vitesse d'accès aux données, de l'aspect web server, etc. Mais je ne vais pas m'étendre sur les aspects techniques aujourd'hui. Donc, quand vous ouvrez Topaz, vous avez donc ici quatre parties sur le dessus. Le tableau de bord. Le tableau de bord, donc l'entrée dans le logiciel, ça c'est une série de widgets. Donc là, il y en a 4. Un widget, c'est un petit logiciel que vous pouvez installer à la demande. Il y en a énormément. Vous pourriez mettre ici, par exemple, votre messagerie électronique ou l'intranet de la maison médicale, le nombre de patients que vous devez voir, la tournée de visite à domicile pour les infirmiers, même avec éventuellement un plan de la ville pour l'itinéraire le plus rapide à vélo, en voiture, enfin, vraiment tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est personnaliser, individualiser l'entrée dans le logiciel. Tableau de bord, patient. Donc là, il y a, j'ai déjà écrit Roland. Ben voilà, ça c'est le patient Roland.
Si je clique dessus, je vais rentrer dans son dossier. Les prestataires, c'est la même chose. Roland, voilà tous les. Et donc, si vous allez dessus, vous allez aussi rentrer dans le prestataire Michel Roland cette fois-ci. Et donc, si je clique, j'ai mes données signalétiques personnelles. Et si je clique sur cette petite flèche-là, vous avez tous les patients de Michel Roland. Voilà, les prestataires et les messages. Donc, avec la boîte de réception, les services e-health, donc les protocoles qui vous arriveraient de spécialistes, les résultats de labo pour la biologie clinique, les rapports MyCareNet, donc pour l'assurabilité, et ici les données de facturation qui sont extrêmement faciles parce que bon, ici il y aura des chiffres, donc ce sont les factures à corriger, à envoyer, en cours, rejetées, donc vous pourrez reprendre les factures rejetées, voir pourquoi elles ont été rejetées, mais là aussi à corriger. Chaque fois, la mutuelle va vous répondre avec le motif qui fait que la facture a été rejetée, donc vous pourrez la renvoyer dans un deuxième temps. Et la corbeille. Ça, ce sont les messages. Vous voyez ici que si vous restez pendant un certain temps sans bouger, ben, il y aurait une déconnexion automatique. Et là, c'est pour sortir du logiciel. Retournons aux patients et voyons une madame qui s'appelle Mayer Apolline. Bon, c'est une patiente démo, donc toutes les données sont fictives. Oui, je pourrais peut-être d'abord, dans un premier temps, ici j'ai mon ruban qui comment est-ce que je pourrais enfin, bon, ça c'est embêtant parce qu'ici il y a créer patient et donc vous pourriez créer un patient avec le nom, le prénom, la date de naissance, l'assurabilité, le code SSI, le genre, etc. Hein? Donc, je vais retirer ici, voilà, Madame Mayer Apolline, M-A-Y-E-R, Mayer. Je suis bien en patient, hein, ouais. Bon, pas grave, on va retourner. Non, c'est parce que je suis dans création patient, c'est pas grave. On va en prendre un autre, on va prendre Coco Kiki, par exemple. Voilà. Et donc, vous arrivez ici dans un dossier de patient avec ici la bande dessus que j'ai déjà montrée et ici toute une série de paramètres qui sont d'ordre plutôt administratif. Donc, quand c'est en ordre, ça se met en vert. Moi, je n'ai pas d'accès e-health. Quand ce n'est pas en ordre, ça se met en rouge. Donc, ici, vous avez l'assurabilité. Ici, vous avez le consentement du patient. Donc, on peut mettre à jour avec sa carte d'identité électronique. Ici, vous avez les liens thérapeutiques, aussi avec la carte d'identité électronique. Ici, vous avez l'accès au hub, consentement ou pas. Ici, vous avez le DMG, avec la consultation, notification DMG. Et ici, vous avez un accès direct à EBM PracticeNet, pas spécifique. Donc, c'est l'aspect global. Vous verrez après, quand on va utiliser le logiciel, qu'en fonction des problèmes de santé, vous avez accès directement via EBM PracticeNet au problème de santé qui est considéré à ce moment-là. Alors, je vais continuer. Oui, au niveau des patients, au niveau de tous les patients, il y avait deux. Bon, quand on est dans les patients, il y a créer, mais il y a aussi exporter ou importer. C'est-à-dire qu'on peut exporter les listes en Excel, on peut aussi importer, et ça, c'est justement les fameuses migrations. Donc, on pourra importer des patients venus d'un autre logiciel qui iront se mettre dans les différentes rubriques de Topaz, et ce d'autant mieux que les données de base, donc les données à exporter ou à importer, seront structurées. Il est évident que si dans le logiciel,
que le médecin utilisait jusqu'à présent, elles ont été encodées de façon totalement non structurée, elles iront pas se mettre dans la bonne pièce de la maison. Et effectivement, la cuisinière pourrait se retrouver dans la salle de bain. Mais avec Manu Berquin et Benjamin Fouquet, on a quand même imaginé des espèces de correctifs pour essayer quand même que les migrations se passent le mieux possible. Donc, on a passé en revue ceci. Ici, dans la colonne de gauche, donc dans la colonne de gauche, vous avez toute une série de choses qui constituent en gros la synthèse du dossier médical. La synthèse du dossier, et donc vous avez les éléments de soins, les antécédents médicaux, donc éléments de soins actifs, puisque ceux qui sont passifs et significatifs, ce sont des antécédents chirurgicaux, des antécédents familiaux, des facteurs de risque, des allergies, le schéma de médication, donc le traitement chronique, et les archives qui sont donc éventuellement des éléments de soins, des problématiques de santé passives, non significatives, comme par exemple un rhume ou un corps au pied il y a 20 ans. Alors, vous voyez donc que la grosse unité, ce sont les éléments de soins, et un élément de soin peut être un élément soit actif, ou un antécédent familial, ou un facteur de risque. Et donc, on va voir comment on encode ça. Ici, j'ai encodé un élément de soin qui est diabète de type 1. Chacune de ces rubriques peut être indexée d'une façon différente, soit sur le code CISP, donc la CISP, c'est la classification internationale des soins primaires, et chaque rubrique de la CISP, donc digestif, pulmonaire, cardiaque, ORL, etc., est identifiée par une couleur. Donc, on peut classer les différents éléments par classe CISP, donc par couleur, ou bien par date de début, ou bien par le fait que c'est significatif ou pas. Donc, il y a différentes façons d'indexer. Bon, une fois qu'on est dans un élément comme celui-ci, on peut soit le modifier, soit le détruire, soit alors avoir, et j'en parlais tantôt, accès à EBM PracticeNet, mais pour le diabète. Donc là, on était sur l'élément de soin diabète, et vous voyez qu'ici, vous avez les recommandations validées en matière de diabète. On retourne à Topaz. Donc, on peut ajouter un élément. Donc, vous avez ici, comme je viens de dire, une espèce de synthèse de tout le dossier médical, avec pour chacune des rubriques, par exemple, éléments de soins actifs, une manière différente de pouvoir les indexer. Donc, on peut les indexer par couleur. Les couleurs correspondent à des classes CISP, par exemple, problème de poumon, problème de cœur, problème d'œil, problème d'oreille, problème psychologique, problème social, ou bien par date, donc ici, vous voyez, le diabète a commencé en 1980, ou bien par le fait qu'ils sont significatifs ou pas. Donc ça, c'est pour ceci. Chaque fois qu'on est sur un élément de soins, donc sur une problématique de santé, vous pouvez soit aller la modifier en allant sur le petit crayon, soit la supprimer, soit aller vers EB PracticeNet, qui va vous ouvrir les recommandations validées. Donc, c'est l'Evidence Linker qu'on appelle ce petit module bien pratique, mais les recommandations validées pour le problème de santé sur lequel on est occupé à travailler. Donc, vous avez différents éléments de soins possibles. Donc, ça, c'est l'élément de soins actif diabète. Créons-en un autre. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une bronchite aiguë. Attends, là, ça doit, de nouveau, il faut aller là-haut. Voilà. Par exemple, une bronchite aiguë. Et vous allez voir qu'il y a une méthode de recherche extrêmement facile qui consiste à taper les premières lettres de 1, 2 ou 3 mots. Hein. Donc, vous voyez, je peux taper au moins les 3 premières lettres de 1, 2 ou 3 mots et il m'ouvre à ce moment-là toute une série de bases de données qui sont reprises d'ailleurs ici en bas,
et automatiquement, ça va être codé. Donc là, en fait, il y a à chaque fois un code. Ici, un code qui est celui du thésaurus. Le thésaurus qui était une énorme base de données présente dans la majorité des logiciels labellisés dans le passé. Ça, là, il y a un code et un intitulé ICPC, CISP en français. Et là, la même chose pour l'ICD, la classification internationale des maladies, qui est beaucoup utilisée en hôpital, notamment pour les RCM. Je choisis le fait que c'est un élément de soin, cette bronchite aiguë, qu'elle est active, peut-être pas significative, mais mettons significatif, qu'elle est probable, que c'est un problème de santé d'une gravité modérée, et c'est aigu parce qu'il y a beaucoup de chances quand vient le mois, donc chronique c'est plus que 6 mois, subaigu c'est de 1 à 6 mois, et ce sera calculé automatiquement par le logiciel en fonction de la date de début et la date de fin. La date de début, vous pouvez soit la chercher avec une échelle, c'est extrêmement facile, soit carrément taper, par exemple, par défaut, il vous mettra la date du jour, 2018, par exemple, voilà, et date de fin, 10/1/2018, il y a eu une bronchite aiguë, voilà. À ce moment-là, il va devoir se mettre en... Et donc, il est en passif, puisqu'effectivement, il y a une date de fin. Donc, automatiquement, le logiciel a déplacé le petit point actif en passif, vu qu'il y a une date de fin. Et on va créer donc cet épisode de bronchite aiguë, et vous allez voir, voilà, qu'elle va s'ajouter automatiquement ici, dans les antécédents médicaux, puisqu'il a considéré que c'était un élément de soin passif significatif. Vous voyez la date de début, 2018, et vous voyez le petit point vert. Donc, A, c'est général, tuberculose. Orange, c'est diabète, c'est endocrinien, métabolique. Et vert, c'est respiratoire. Et donc, on pourrait, de la même façon, créer un élément de soin qui serait un facteur de risque. On peut les indexer de la même façon. Donc, ici, j'ai mis en texte libre un facteur de risque 20 ans de mine, on pourrait ajouter une allergie. Ici, j'ai par exemple cette allergie, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est une allergie, intoxication due à des crustacés en 2018. Voilà. Il y aura un système, on en a discuté justement hier, qui fera que quand on met allergie, on pourra taper soit l'allergène, par exemple crustacés, fraises ou n'importe quoi, soit un nom de médicament. Donc, si on tape Amox ou Amoxy, il va ouvrir la base de données médicamenteuses et donc on va distinguer les allergies médicamenteuses des autres allergies. Il y aura aussi moyen de distinguer dans l'élément de soin l'allergie de simplement un effet secondaire de médicaments. Donc, si on vomit son Amoxy, ce n'est pas comme si on est allergique, IgE, à l'amoxicilline. Alors, effectivement, pas mal de listes sont encore incomplètes, mais elles sont soit en construction, soit elles doivent encore être intégrées. Par exemple, antécédents chirurgicaux, on a transmis hier aux développeurs une liste d'antécédents chirurgicaux qui sont les plus fréquents. Donc, de nouveau, toutes les listes peuvent être mises à jour, updatées. C'est une liste qui date d'il y a quelques années, mais elle sera suffisante dans 98-99% des cas. Voilà. Pour le reste, c'est déjà fonctionnel et ça marche bien. Ça, c'est la colonne de gauche, hein, vraiment qui est fondamentale, la colonne de gauche, qui est en quelque sorte une synthèse de tout le dossier médical, et c'est là-dedans qu'on va aller rechercher les éléments du SUMER, hein, donc avec les allergies, le schéma de médication chronique, qui ne fonctionne pas encore très bien, mais ce qui fonctionne déjà bien, c'est l'encodage des traitements en cours. Donc voilà, après avoir vu, donc ici je suis passé chez une autre patiente où on avait encodé plein d'éléments de soins, d'antécédents, d'allergies, etc. Bon, ne tenez pas compte de la nature clinique, il y a des encodages complètement absurdes, voilà, l'effet de Malabar, bon, passons, mais c'est pour pouvoir avoir une démo un petit peu plus significative au niveau du nombre d'éléments encodés. Donc, une fois que vous avez vu cette colonne de gauche qui constitue en quelque sorte la synthèse, à partir de laquelle d'ailleurs les sumères vont être fabriqués, passons à la colonne du milieu
qui reprend les contacts. Donc ici, vous voyez qu'il y a déjà énormément de contacts qui ont été encodés, donc ils sont classés par ordre chronologique, certains sont complètement vides, et ils proposent au-dessus, avec un ID fonctionnel pour le logiciel, de créer un nouveau contact. Donc on dirait qu'un certain Baudot a déjà travaillé aujourd'hui. Donc comme je suis entré avec mon nom, c'est moi qui suis inscrit là, et donc on peut encoder le contact du jour. À ce moment-là, on ouvre la troisième colonne, heureusement qu'il n'y a pas de cinquième colonne ici, donc la troisième colonne, et vous devez commencer par choisir le type de formulaire. Alors ça, c'est l'idée y est, mais la réalisation est encore tout à fait incomplète. On va proposer toute une série de formulaires. Par exemple, ça, ce serait une consultation de médecine générale type, mais il y aurait une consultation type d'infirmière ou une consultation pour un pansement de plaie pour une infirmière ou pour un crochetage pour un kiné. Pour un médecin, il y aurait par exemple suivi de grossesse, suivi de diabète, suivi d'hypertension, prise en charge. Et il y a celui-là, le premier contact, qu'on va appeler autrement, mais qui est un écran extrêmement facile pour encoder toute une série de choses qu'on ne fait d'habitude qu'une fois, qui est une espèce d'anamnèse complète. Donc, est-ce qu'il y a eu des antécédents, est-ce qu'il y a des allergies, c'est ce qu'on fait en général à la première consultation. L'écran n'est pas très beau, et même à un certain moment assez illogique. Pourquoi est-ce qu'on a juste mis colonisation et traitement du cancer du côlon? Bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, ça permettra d'encoder, par exemple, les facteurs de risque, le tabac et l'alcool. Là aussi, il faudra revoir le tabac. Il y aurait une quantification, par exemple, en paquet année. Est-ce qu'il n'a jamais été fumeur? Est-ce qu'il a été fumeur depuis, mais que stop à telle date? Est-ce que c'est une récurrence? Alcool idem. Il faudrait un nombre d'unités par semaine, en tabac, un nombre de paquets année fumés, même si le patient n'est plus fumeur, etc., etc. Et donc, actuellement, c'est plutôt le formulaire consultation qui est le plus élaboré, et c'est probablement le plus important puisque c'est une consultation classique. Je vais, la parole, je voudrais le supprimer, celui-là. Voilà. Donc, je vais détruire celle-là. Contact du jour, voilà. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est que si on a déjà encodé une série d'éléments de santé actifs, on peut aller choisir lesquels vont être abordés pendant la consultation. Donc, si c'est quelqu'un qui vient, mettons un diabétique de type 1, qui dit qu'il vient renouveler son insuline, ben, on fait ça et automatiquement, on voit que c'est jaune, donc c'est métabolique ou endocrinien. Donc, la consultation va au moins aborder le problème du diabète de type 1. On peut en mettre autant qu'on veut. On peut aussi avoir une consultation, allez, mettons, c'est absurde, mais donc pour une appendicite. Il y a aussi moyen de structurer. Vous vous rappelez les 7 éléments structurants. Il y avait le contact. Ici, on est dans un contact du jour. Mais pendant un contact, on peut aborder différents problèmes de santé. Ici, par exemple, on aborderait un problème d'appendicite et un problème de diabète de type 1. Si on met en surbrillance un des deux éléments de soins abordés, tout ce qu'on va encoder va se rapporter à celui-là. Si on met les deux en surbrillance, tout ce qu'on aborde va être lié aux deux. Et si on décoche celui-là, qui reste au diabète de type 1, ce qu'on va encoder va se rapporter au diabète de type 1. La structure y est, il faudra trouver une façon agréable, pédagogique de mettre ça à l'écran. Là, ça n'est pas encore fait, on est occupé à travailler dessus. Et on trouve les différents éléments du SOAP. Hein, le motif et l'anamnèse, ben, c'est le S. L'examen clinique, ben, c'est le O. Idem, la tension, le poids, donc, ça, c'est assez classique pour un logiciel médical. Le poids, la taille, le BMI se calcule tout seul. Hein, la tension. L'examen clinique, là, il y aura ce qu'on va appeler des sous-formulaires. C'est-à-dire l'examen clinique, on peut le taper cœur, poumon, SP, mais on pourrait par exemple, quelqu'un qui viendrait pour une douleur abdominale, avoir déjà un pré-format d'un formulaire d'encodage d'un examen abdominal.
percussion, palpation, auscultation, douleur dans une des fosses iliaques, toucher rectal, toucher vaginal. Donc déjà un formulaire préencodé. Donc on pourrait aussi avoir, par exemple pour le formulaire suivi de grossesse, tension, albuminurie, le poids, etc. Donc des choses qui sont en même temps des aides-mémoire et qui assurent la qualité des soins. Donc ça c'est un formulaire, c'est le formulaire contact, consultation, avec des sous-formulaires à la demande. Ça, c'est une prescription. Je vais vous montrer une petite vidéo après qui permet donc d'ajouter un médicament via la méthode Rééquiper. Eh bien, on arrive donc tout doucement à la fin. Donc, vous avez vu dans le logiciel Topaz la fiche de synthèse en quelque sorte avec tous les éléments significatifs qui peuvent servir à un résumé clinique minimal ou maximal minimal, ce serait le sommaire, les différents contacts, le contenu contact par contact, voilà ici un autre, et là au-dessus, vous aurez en quelque sorte un échéancier, c'est-à-dire une série de procédures que vous avez planifiées dans le futur. Ici en bas, de nouveau, ça. Oui, là en bas, normalement, voilà, donc vous pourrez encoder une série de procédures hein, et vous trouverez de nouveau dans la table des procédures, par exemple ici la procédure électrocardiogramme. Voilà, vous le mettez qu'il faudrait faire cet électrocardiogramme le 1 du 1 de 2019, donc c'est dans le futur, hein, voilà. La description, le prestataire lié, par défaut, ce serait moi, la profession liée. Et alors, le statut, il est soit abandonné, contre-indiqué, c'est cette action à faire, soit décédé, désabonné, mais ici, on le mettrait en attente planifiée. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une échéance. Une procédure qui est planifiée dans le futur s'appelle une échéance, et l'ensemble des échéances constitue l'échéancier. Et donc, ça ne marche pas encore, le concept est là, mais ce n'est pas encore réalisé dans les faits. Toutes les échéances donc prévues dans le futur vont se mettre ici en rouge au-dessus du dernier contact et constituer l'échéancier. Et si vous voulez, quand vous ouvrez votre tableau de bord, vous pourriez avoir un petit widget avec l'échéancier éventuellement classé par système, par patient, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est en route, l'ensemble des procédures. De nouveau, si vous avez mis appendicite en surbrillance, la procédure que vous créez à ce moment-là, comme l'électrocardiogramme que je viens de démontrer à l'écran, ira se mettre dans le sous-contact appendicite. Ça, c'est pour les données de facturation, avec IA-test pour les patients entre guillemets normaux, non BIM, et IFAT pour les autres. Nouveau formulaire. Oui, ça, l'idée est là, mais ce n'est pas encore développé. Chaque fois que vous allez ouvrir un formulaire type, donc il y en aura beaucoup d'autres, il y en aura au moins une trentaine, on va ouvrir par défaut le type de contact. Par exemple, un suivi de grossesse peut être fait soit au cabinet, soit en visite à domicile. À ce moment-là, on pourra accoler à ce type de consultation par défaut un code dynamique, un code facturation. Tout ça, normalement, sera fonctionnel au 1er janvier 2019, notamment pour ceux qui commenceraient d'emblée avec un Topaz sans devoir importer certains patients. Maintenant, c'est une petite vidéo que Manu Berquin a préparée pour vous montrer différents... Maintenant, c'est une petite vidéo que Manu Berquin a préparée pour vous montrer différents services online reliés à IF. La première chose, et je vais régulièrement faire des pauses pour vous montrer, vous expliquer de quoi il s'agit. La première partie, c'est rééquiper. Partez pour rééquiper. Donc voilà, regardez, ça c'est Manu qui bouge la flèche. Voilà, elle choisit son médicament. Elle prescrit. Voilà, PDF. L'ordonnance suit. Voilà l'ordonnance. Si vous allez en bas, vous avez
vous pouvez détacher là en pointillé la partie que vous remettez au patient pour la façon de le prendre. Voilà, alors là j'arrête. Bon, maintenant, on va continuer en montrant certaines fonctionnalités e-health. Vous avez vu tantôt quand je vous ai montré, moi je n'ai pas accès à ça, que tout était en blanc. Là, vous voyez que c'est vert ou rouge. La petite icône ici à droite, ça c'est l'accès à EB PracticeNet. Donc, Manu va vous démontrer un par un l'intérêt de ces petits dessins. Bon, on est parti d'abord pour l'assurabilité. C'est parti. Voilà, l'assurabilité. Voilà. Maintenant, on va voir le consentement du patient. Voilà. Maintenant, on va voir le lien thérapeutique. Le neurocarte d'identité ID. Maintenant, l'accès au hub. Voilà. Et maintenant, le DMG. Voilà. Et voilà l'accès à EB PracticeNet. Donc, ce qu'on avait déjà vu. Et on peut aller chercher les recommandations de bonne pratique en lien avec la grippe. Et vous avez vu que quand on clique sur un élément de soin qui est déjà encodé, on a accès directement à la recommandation spécifique en lien avec cet élément de soin. Et bien voilà, je pense que vous avez vu la majorité des éléments du développement actuel de Topaz. On a encore beaucoup de boulot. Et donc, vous pouvez voir qu'on est déjà quand même pas mal loin. Tous les concepts sont sur la table, tous les éléments de développement sont sur la table, les développeurs travaillent d'arrache-pied et donc on peut s'engager pour le 1er janvier 2019 à avoir un logiciel qui fonctionne à minima et qui ira en s'enrichissant au fil des semaines et des mois jusqu'à la fin 2019. Au 1er février 2019, ceux qui utilisaient un autre logiciel et qui désirent, Epicure essentiellement, qui désirent travailler sur Topaz, auront été migrés et seront en la même position que les autres. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine. Service